Ernest Hemingway, Paris est une fête. Et puis il y avait la mauvaise saison. Elle pouvait faire son apparition du jour au lendemain, à la fin de l'automne. Il fallait alors fermer les fenêtres la nuit pour empêcher la pluie d'entrer. Et le vent froid arrachait les feuilles des arbres. Sur la place de la Contrescarpe, les feuilles gisaient, détrempées sous la pluie. Et le vent cinglait de pluie les gros autobus verts au terminus, et les cafés des amateurs étaient bondés derrière des vitres embuées par la chaleur de la fumée. C'était un café triste et mal tenu, où les ivrognes du quartier s'agglutinaient, et j'en suis toujours écarté par l'odeur de corps mal lavés et la senteur aigre de saoulerie qui régnait. Les hommes et les femmes qui fréquentaient les amateurs étaient tout le temps ivres, ou tout au moins aussi longtemps qu'ils en avaient les moyens, surtout à force de vin qu'ils achetaient par demi-litre ou par litre. Nombre de réclames vantaient les apéritifs aux noms étranges, mais fort peu de clients pouvaient s'offrir le luxe d'en consommer, sauf pour étayer une cuite. Les ivrognesses étaient connues sous le nom de poivrottes, qui désigne les alcooliques de sexe féminin. Le café des amateurs était le tout à l'égout de la rue Mouffetard, une merveilleuse rue commerçante, étroite et très passante, qui mène à la place de la Contrescarpe. Les vieilles maisons divisées en appartements comportaient près de l'escalier un cabinet à la turque par palier, avec de chaque côté du trou 2 petites plateformes de ciment en forme de semelle, pour empêcher quelques locataires de glisser. Des pompes vidaient les fosses d'aisance pendant la nuit dans des camions-citernes à chevaux. En été, lorsque toutes les fenêtres étaient ouvertes, nous entendions le bruit des pompes et il s'en dégageait une odeur violente. Les citernes étaient peintes en brun et en safran, et dans le clair de lune, lorsqu'elles remplissaient leurs offices le long de la rue du Cardinal-Lemoine, leurs cylindres montés sur roues et tirés par des chevaux évoquaient des tableaux de Braque. Aucune ne vidait pourtant le café des amateurs, où les dispositions et les sanctions contenues dans la loi concernant la répression de l'ivresse publique s'étalaient sur une affiche jaunie, couverte de chiures de mouches, et pour laquelle les consommateurs manifestaient un dédain de la mesure de leur saoulerie perpétuelle et de leur puanteur. Toute la tristesse de la ville se révélait soudain, avec les premières pluies froides de l'hiver. Et les toits des hauts immeubles blancs disparaissaient aux yeux des passants. Il n'y avait plus que l'opacité humide de la nuit. Et les portes fermées des petites boutiques, celles de l'herboriste, du papetier, du marchand de journaux, la porte de la sage-femme, de 2e classe, et celle de l'hôtel où était mort Verlaine, et où j'avais une chambre, au dernier étage, pour y travailler. Ce dernier étage était le 6e ou le 8e de la maison. Il y faisait très froid. Et je savais combien coûterait un paquet de margottins, 3 bottes de petits bois liés par un fil de fer, et pas plus longue qu'un demi-crayon pour alimenter la flamme des margottins, et enfin un fagot de bûche à moitié humide qu'il me faudrait acheter pour faire du feu, de chauffer ma chambre. Je me dirigeai donc vers le trottoir opposé pour examiner le soir, et de bas en haut, je regardais le toit afin de voir si quelques cheminées fumaient, et dans quelle direction s'envolait la fumée. Mais il n'y avait aucune fumée, et j'imaginais combien la cheminée devait être froide, et ce qui se passerait si elle ne tirait pas, et si la chambre se remplissait de fumée, de sorte que je perdrais et mon combustible et mon argent par la même occasion. Je me remis en route sous la pluie. En descendant la rue, je dépassai le lycée Henri IV et la vieille église Saint-Étienne-du-Mont et la place venteuse du Panthéon. Tournai à droite en quête d'un abri et finalement parvins au boulevard Saint-Michel. Sur le trottoir protégé du vent, je poursuivais mon chemin, descendant au-delà de Cluny, traversant ensuite le boulevard Saint-Germain,
jusqu'à un bon café connu de moi sur la place Saint-Michel. C'était un café plaisant, propre et chaud et hospitalier. Et je pendis mon vieil imperméable au porte-manteau pour le faire sécher. J'accrochai mon feutre usé et délavé à une patère au-dessus de la banquette et commandai un café au lait. Le garçon me servit et je pris mon cahier dans la poche de ma veste, ainsi qu'un crayon, et me mis à écrire. J'écrivais une histoire que je situais là-haut, dans le Michigan. Et comme la journée était froide et dure, venteuse, je décrivais dans le conte une journée toute semblable. J'avais assisté successivement à bien des fins d'automne lorsque j'étais enfant, puis adolescent, puis jeune homme. Je savais qu'il est certains endroits où l'on ne peut en parler mieux qu'ailleurs. C'est ce qu'on appelle se transplanter, pensais-je. Et une transplantation peut être aussi nécessaire aux hommes qu'à n'importe quelle autre sorte de créature vivante. Mais dans le conte, je décrivais des garçons en train de lever le coude, et ça me donne la soif. Je commandai un rhum St. James. La saveur en était merveilleuse par cette froide soirée. Et je continuais à écrire, fort à l'aise déjà. Le corps et l'esprit sont réchauffés par ce bon rhum de la Martinique. Une fille entra dans le café et s'assit, toute seule, à une table près de la vitre. Elle était très jolie, avec un visage aussi frais qu'un sou neuf. Si toutefois l'on avait frappé la monnaie dans de la chair lisse, recouverte d'une peau toute fraîche de pluie, et ses cheveux étaient noirs, comme l'aile du corbeau, et coupés net et en diagonale, à hauteur de la joue. Je la regardai et cette vue me troubla et me mit dans un grand état d'agitation. Je souhaitais pouvoir mettre la fille dans ce conte ou dans un autre, mais elle s'était placée de telle façon qu'elle put surveiller la rue et l'entrée du café. Et je compris qu'elle attendait quelqu'un, de sorte que je me remis à écrire. Le conte que j'écrivais se faisait tout seul et j'avais même du mal à suivre le rythme qu'il m'imposait. Je commandai un autre rhum St. James et chaque fois que je levais les yeux, je regardais la fille, notamment quand je taillais mon crayon avec un taille-crayon tandis que les copeaux bouclés tombaient dans la soucoupe placée sous mon verre. Je l'ai vue, mignonne, et tu sais, tu m'appartiens désormais, quel que soit celui que tu attends, et même si je ne dois plus jamais te revoir, pensais-je, tu m'appartiens et tout Paris m'appartient. Et j'appartiens à ce cahier, à ce crayon. Puis je me remis à écrire et m'enfoncer dans mon histoire et m'y perdis. C'était moi qui l'écrivais maintenant. Elle ne se faisait plus toute seule, et je ne levais plus les yeux. J'oubliais l'heure, le lieu, et ne commandais plus de rhum St. James. J'en avais assez du rhum St. James, à mon insu d'ailleurs. Puis le conte fut achevé, et je me sentis très fatigué. Je relus le dernier paragraphe et levai les yeux et cherchai la fille, mais elle était partie. J'espère qu'elle est partie avec un type bien, pensais-je. Mais je me sentais triste. Je refermai le cahier sur mon récit et m'enfouis, le tout dans ma poche intérieure. Et je demandai au garçon une douzaine de portugaises et une demi-carafe de son vin blanc, sec. Après avoir écrit un conte, je me sentais toujours vidé, mais triste et heureux à la fois, comme après avoir fait l'amour. Et j'étais sûr que j'avais fait du bon travail. Toutefois, j'en aurais la confirmation que le lendemain, en revoyant ce que j'avais écrit. Pendant que je mangeais mes huîtres au fort goût de marée avec une légère saveur métallique, que le vin blanc frais emportait, ne laissant que l'odeur de la mer et une savoureuse sensation sur la langue, et pendant que je buvais le liquide frais de chaque coquille et savourais ensuite le goût vif du vin, je cessai de me sentir vidé et commençai à être heureux et à dresser des plans.
Maintenant que la mauvaise saison est revenue, nous pourrions quitter Paris pour quelque temps et nous réfugier en quelque endroit où, au lieu de la pluie, la neige tomberait entre les pins, recouvrant la route et les hautes pentes, et à une altitude où nous pourrions l'entendre craquer le soir sous nos pas, au retour de nos promenades. En deçà des avants, il y a un chalet où l'on pouvait prendre pension et être admirablement soigné, et où nous pourrions vivre ensemble et emporter nos vieux livres et passer les nuits tous deux bien au chaud, dans le lit, devant la fenêtre ouverte et les étoiles étincelantes. C'était là que nous pourrions aller. J'abandonnerais la chambre d'hôtel où j'écrivais et n'aurais à payer que l'infime loyer de l'appartement, 74 rue du Cardinal Lemoine. J'avais publié des articles dans un journal de Toronto dont j'attendais le paiement. Je pourrais faire cette sorte de travail n'importe où et dans n'importe quelles conditions. Et nous avions assez d'argent pour le voyage. Peut-être loin de Paris pourrais-je écrire sur Paris, comme je pouvais écrire à Paris sur le Michigan. Je ne savais pas que c'était encore trop tôt parce que je ne connaissais pas encore assez bien Paris. Mais c'est ainsi que je voyais les choses en l'occurrence. De toute façon, nous partirions si ma femme était d'accord. Je finis de déguster mes huîtres et le vin, régler l'addition, et rentrer par le plus court chemin, en remontant la montagne Sainte-Geneviève, sous la pluie. Ce n'était plus pour moi que le mauvais temps parisien. Il n'y avait pas de quoi changer ma vie. Je parvins au plateau sur le sommet de la colline. Je croyais que ce serait merveilleux, Tati, dit ma femme. Elle avait un visage joliment modelé, et ses yeux et son sourire s'illuminaient comme si mes projets étaient autant de présents que je lui offrais. Quand partons-nous ? Quand tu voudras. Oh, je veux partir tout de suite. Tu t'en doutais pas ? Peut-être qu'il fera beau et que le temps sera clair. Quand nous reviendrons, il peut faire très beau si le temps est froid et sec. J'en suis sûre qu'il fera beau, dit-elle. Tu es tellement gentil d'avoir pensé à ce voyage. Miss Stein fait la leçon. Quand nous rentrâmes à Paris, le temps était sec, froid, délicieux. La ville s'était adaptée à l'hiver. Il y avait du bon bois en vente chez le marchand de bois et de charbon. De l'autre côté de la rue, il y avait même des braseros à la terrasse, de beaucoup de bons cafés pour tenir les consommateurs bien au chaud. Notre propre appartement était chaud et gai. Dans la cheminée, nous brûlions des boulets faits de poussière de charbon aggloméré et moulés en forme d'œuf. Et dans les rues, la lumière hivernale était merveilleuse. On s'habituait à voir se détacher les arbres dépouillés sur le fond du ciel, où l'on marchait sur le gravier fraîchement lavé dans les allées du Luxembourg, sous le vent sec et coupant. Pour qui s'était réconcilié avec ce spectacle, les arbres sans feuilles ressemblaient à autant de sculptures, et des vents d'hiver soufflaient sur la surface des bassins. Des fontaines soufflaient leurs jets d'eau dans la lumière. Cette lumière brillante, toutes les distances nous paraissaient courtes à notre retour de montagne. À cause du changement d'altitude, je me rendais plus compte de la pente des collines, sinon pour prendre plaisir à l'ascension. Et j'avais même plaisir à grimper jusqu'au dernier étage de l'hôtel où je travaillais dans une chambre qui avait vue sur tous les toits ou les cheminées de la haute colline de mon quartier. La cheminée tirait bien dans la chambre où il faisait chaud. Je travaillais agréablement. J'apportais des mandarines et des marrons grillés dans des sacs en papier et j'épluchais et mangeais de petites oranges semblables à des mandarines. Et jetais leurs écorces, crachais les pépins dans le feu tout en les mangeant, ainsi que les marrons grillés quand j'avais faim. J'avais toujours faim. À cause de la marche et du froid et du travail, là-haut dans la chambre, j'avais une bouteille de kirsch que nous avions rapportée de la montagne. Et je buvais une rasade de kirsch quand j'arrivais à la conclusion d'un conte ou vers la fin d'une journée de travail. Quand j'avais achevé le travail de la journée, je rangeais mon cahier ou mes papiers dans le tiroir de la table et
et fourrais dans mes poches les oranges qui ressentaient. Peut-être que j'allais les manger. Elles auraient gelé si je les avais laissées dans la chambre pendant la nuit. C'était merveilleux de descendre l'interminable escalier en pensant que j'avais eu de la chance dans mon travail. Je travaillais toujours jusqu'au moment où j'avais entièrement achevé un passage et m'arrêter quand j'avais trouvé la suite. Ainsi, j'étais sûr de pouvoir poursuivre le lendemain. Mais parfois, quand je commençais un nouveau récit et ne pouvais me mettre en train, je m'asseyais devant le feu et pressais la pleure d'une des petites oranges au-dessus de la flamme et contemplais son crépitement bleu. Ou bien je me levais, regardais les toits de Paris et pensais « Ne t'en fais pas. Tu as toujours écrit jusqu'à présent et tu continueras. Ce qu'il faut, c'est écrire une seule phrase vraie. Écris la phrase la plus vraie que tu connaisses. » Ainsi, finalement, j'écrivais une phrase vraie et continuais à partir de là. C'était facile parce qu'il y avait toujours quelques phrases vraies que j'avais lues ou entendues ou que je connaissais. Si je commençais à écrire avec art ou comme quelqu'un qui annonce ou présente quelque chose, je constatais que je pouvais aussi bien déchirer cette fioriture ou cette arabesque, la jeter au panier et commencer par la première affirmation simple et vraie qui était venue sous ma plume. Là-haut dans ma chambre, j'ai décidé que j'écrirais une histoire sur chacun des sujets que je connaissais. Je tâchais de m'en servir et pendant tout le temps que je passais à écrire, c'était là une discipline sévère, utile. C'est dans cette chambre que j'ai appris à ne pas penser à mon récit entre le moment où je cessais d'écrire et le moment où je remettais au travail le lendemain. Ainsi, mon subconscient était à l'œuvre et en même temps, je pouvais écouter les gens et tout voir. Du moins, je l'espérais. Je m'instruirais de la sorte et je lirais aussi afin de ne pas penser à mon œuvre au point de devenir capable. En descendant l'escalier, quand j'avais bien travaillé, aidé par la chance autant que par ma discipline, je me sentais merveilleusement bien et j'étais libre de me promener n'importe où dans le parc ou dans Paris. Si je descendais par les rues toujours différentes vers le jardin du Luxembourg l'après-midi, je pouvais marcher dans les allées et ensuite entrer au musée du Luxembourg, où se trouvaient des tableaux dont la plupart ont été transférés au Louvre ou au Jeu de Paume. J'y allais presque tous les jours pour les Cézanne et pour voir les Manet, les Monet et autres impressionnistes que j'avais découverts pour la première fois à l'Institut artistique de Chicago. Les tableaux de Cézanne m'apprenaient qu'il ne me suffirait pas d'écrire des phrases simples et vraies pour que mes œuvres acquièrent la dimension que je tentais de leur donner. J'apprenais beaucoup des choses en contemplant les Cézanne, mais je ne savais pas m'exprimer assez bien pour l'expliquer à quelqu'un. En outre, c'était un secret. Mais s'il n'y avait pas assez de lumière au Luxembourg, je traversais le jardin et gagnais le studio où vivait Gertrude Stein, 27 rue de Fleurus. Ma femme et moi avions été nous présenter à Miss Stein. Et celle-ci, ainsi que l'ami qui vivait avec elle, s'était montrée très cordiale et amicale. Et nous avions adoré le vaste studio et les beaux tableaux. On eût dit l'une des meilleures salles dans le plus beau musée, sauf qu'il y avait une grande cheminée et que la pièce était chaude et confortable et qu'on y voyait offrir toutes sortes de bonnes choses à manger, et du thé et des alcools naturels, fabriqués avec des prunes rouges ou jaunes ou des baies sauvages. C'étaient des liqueurs odorantes, incolores, renfermées en des carafons de cristal taillés et servis dans de petits verres, et qu'il s'agit de quetch, de mirabelle, de framboise, tout avait le parfum du fruit dont elles étaient tirées, converti en un feu bien entretenu sur votre langue, pour la délier et vous réchauffer. Miss Stein était très forte, mais pas très grande,
lourdement charpentée comme une paysanne. Elle avait de beaux yeux, un visage rude de juive allemande, qui aurait aussi bien pu être Frielano, et me faisait penser à quelques paysannes du nord de l'Italie par la façon dont elle était habillée, par son visage expressif, sa belle chevelure lourde, vivante, une chevelure d'immigrante, qu'elle relevait en chignon, sans doute depuis le temps où elle était à l'université. Elle parlait sans cesse, et surtout des gens et des lieux. Sa compagne, qui avait une voix très agréable, était petite, très brune, avec des cheveux coiffés à la Jeanne d'Arc, comme sur les tableaux de Boutet de Monvel, et un nez très crochu. Elle travaillait à une tapisserie la première fois que nous la vîmes, et tout en s'occupant de son ouvrage, elle veillait à la nourriture et à la boisson, et bavardait avec ma femme. Elle pouvait entretenir une conversation et en suivre deux autres, en même temps en interrompant souvent l'une de ces dernières. Elle m'expliqua ensuite qu'elle faisait toujours la conversation avec les épouses. Les épouses, comme ma femme et moi, le comprîmes aussitôt, n'étaient que tolérées. Mais nous aimions Miss Stein et son amie. Bien que cette amie fût terrifiante, les tableaux et les gâteaux de l'eau-de-vie étaient de vraies merveilles. Les deux hôtesses semblaient nous avoir pris en sympathie. Elle aussi et nous traitaient comme des enfants très sages et bien élevés dont on pouvait beaucoup attendre. Et je sentais qu'elle nous pardonnait d'être mariés et amoureux. Le temps arrangerait cela. Et lorsque ma femme les convia à prendre le thé, elles acceptèrent. Elles semblèrent nous aimer encore plus lorsqu'elles vinrent nous voir dans notre appartement. Peut-être en raison de l'exiguïté des lieux qui nous rapprochaient davantage. Miss Stein s'assit sur le lit, posait à même le plancher et demanda à voir les nouvelles que j'avais écrites. Et elle dit qu'elle les aimait, sauf celles que j'avais intitulées « Là-haut, dans le Michigan ». « C'est bon, dit-elle, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est inaccrochable. Je veux dire que c'est comme un tableau peint par un artiste qui ne peut pas l'accrocher dans une expo et personne ne l'achètera non plus parce que nul ne trouvera un endroit où l'accrocher. Mais pourquoi, s'il n'y a rien de grossier dans le texte, et si l'on essaie simplement d'utiliser les mots dont tout le monde se sert dans la vie courante, si ce sont les seuls mots qui peuvent introduire de la vérité dans un récit, et s'il est nécessaire de les utiliser, il faut les utiliser. Mais vous n'y êtes pas du tout, dit-elle. Vous ne devez rien écrire qui soit inaccrochable. Cela ne mène à rien. C'est une erreur, une bêtise. Je vois, dis-je. Je n'étais absolument pas d'accord, mais chacun son opinion. Et puis je n'aimais pas contredire mes aînés. Je préférais de beaucoup les écouter, et Gertrude avait quantité de choses fort intelligentes à dire. Elle m'en confia que, tôt ou tard, il me faudrait laisser tomber le journalisme. Et sur ce point, je ne pouvais qu'abonder dans son sens. Elle voulait elle-même être publiée dans l'Atlantic Monthly, me dit-elle, et elle y parviendrait. Elle me dit aussi que je n'étais pas assez un bon écrivain pour être publié dans cette revue ou dans Saturday Evening Post, mais que je pourrais devenir un écrivain d'un genre nouveau, à ma façon. Mais que la première chose que je devais retenir, c'était de ne rien écrire qui fût inaccrochable. Je n'en discutais pas et ne tentais pas non plus de lui expliquer à nouveau ce que je tentais de faire en matière de dialogue. C'était ma propre affaire et je préférais de beaucoup écouter. Cet après-midi-là, elle nous apprit comment acheter des tableaux. Vous pouvez acheter soit des vêtements, soit des tableaux, dit-elle. C'est tout le problème. Sauf les gens très riches, personne ne peut acheter à la fois les uns et les autres. Ne faites pas attention à la façon dont vous êtes habillés, et encore moins à la mode, et achetez des vêtements
qui soit solide et confortable. Et l'argent que vous aurez économisé vous servira à l'achat des tableaux. Mais même si je n'achète plus jamais un seul costume, dis-je, je n'aurai jamais assez d'argent pour acheter le Picasso dont j'ai envie. Non, il n'est pas dans vos prix. Achetez les tableaux d'artistes de votre âge, des gens qui ont fait leur classe dans l'armée en même temps que vous. Vous ferez leur connaissance, vous en rencontrerez dans le quartier. Il y a toujours de bons peintres parmi les jeunes. Mais il ne s'agit pas tant de vos costumes à vous que des robes de votre femme. Ce sont les vêtements de femme qui coûtent cher. Je remarquai que ma femme s'efforçait de ne pas examiner les étranges oripeaux de Miss Stein. Et elle parvint à se contenir. Quand nos visiteuses nous quittèrent, nous étions toujours bien en cœur, pensai-je, et nous fûmes conviés à retourner au 27 rue de Fleurus. Il se passa du temps avant que je fusse invité à me rendre au studio à n'importe quel moment après 5 heures en hiver. J'avais rencontré Miss Stein au Luxembourg. Je ne me rappelle plus si elle promenait son chien ou non, ni si elle avait un chien en ces temps-là. Je sais que je me promenais moi-même, car nous ne pouvions pas nous payer un chien. Alors, ni même un chat d'ailleurs. Et les seuls chats que je connaissais étaient ceux des cafés ou des petits restaurants, ou les gros chats que j'admirais à la fenêtre des loges de concierge. Plus tard, je rencontrais souvent Miss Stein avec son chien dans le jardin de Luxembourg, mais je crois que cette fois-là, elle n'en avait pas encore. J'acceptai donc son invitation avec ou sans chien et pris l'habitude de lui rendre visite. Elle m'offrait toujours quelques eau-de-vie fruitée insistant pour remplir plusieurs fois mon verre. Et je regardais les tableaux et nous bavardions. Les peintures étaient fort intéressantes et la conversation très instructive. C'était elle qui me parlait surtout et elle m'initiait à la peinture, aux peintures modernes, insistant davantage sur la personnalité de ceux que sur leur art. Et commentait ses propres œuvres. Elle me montra de nombreuses pièces, de nombreux manuscrits qu'elle avait rédigés et que sa compagne dactylographiait chaque jour. Écrire chaque jour la rendait heureuse. Mais quand je la connus un peu mieux, je compris que pour rester heureuse, il lui faudrait bientôt voir publier le produit de son travail quotidien et persévérant, dont le volume variait d'ailleurs selon son énergie et l'ouvrage à obtenir quelle consécration. La situation n'était pas dramatique quand je fis la connaissance de Miss Stein, car elle avait publié 3 nouvelles, aisément compréhensibles pour n'importe quel lecteur. L'une de ces nouvelles, Belansta, était excellente et des échantillons significatifs de ses œuvres expérimentales avaient été publiés sous forme de recueil et avaient été favorablement accueillis par les critiques qui l'avaient rencontrée ou la connaissaient. Elle avait une telle personnalité qu'elle pouvait mettre n'importe qui de son côté. Et on ne pouvait pas lui résister. Les critiques qui l'avaient rencontrée ou qui avaient vu sa collection de tableaux prenaient ses œuvres au sérieux, même s'ils n'y comprenaient rien, tant ils étaient enthousiastes par sa personne et avaient confiance en son jugement. Elle avait aussi découvert plusieurs vérités relatives au rythme et à l'emploi des répétitions. Ces découvertes étaient valables et utiles, et elle en parlait avec persuasion. Mais elle n'aimait ni peiner sur les corrections, ni rendre sa prose intelligible, malgré son vif désir d'être publiée et d'obtenir une consécration officielle, tout particulièrement pour l'un de ses livres, l'incroyablement long, intitulé « Américain d'Amérique ». Le début de ce livre était merveilleux et la suite était très bonne, jusqu'à un certain point, avec des morceaux extrêmement brillants, mais tout cela aboutissait à des répétitions interminables qu'un écrivain plus consciencieux ou moins paresseux aurait jeté dans la corbeille à papier. J'en vins à le reconnaître très bien, car j'incitais, obligeais plutôt, Ford Madox Ford à le publier en feuilleton dans le Transatlantic Review. Tout
tout en sachant que la vie de la revue ne pourrait pas suffire. Il me fallut relire toutes les épreuves d'imprimerie moi-même, car c'était là un travail dont Miss Stein ne tirait aucune satisfaction. Mais en ce jour froid où j'avais dépassé la loge de la concierge et traversé la cour froide pour me réfugier dans la chaleur du studio, rien de tout cela n'était encore arrivé. Et il s'en fallait de plusieurs années. Cet après-midi-là, donc, Miss Stein faisait mon éducation en matière de vie sexuelle. À cette époque, nous étions très liés et j'avais déjà appris que tout ce que je ne comprenais pas avait sans doute quelque rapport avec la sexualité. Miss Stein pensait que j'étais trop ignare en la matière et je dois admettre que j'entretenais certains préjugés contre l'homosexualité, n'en ayant jamais eu qu'une connaissance fort primaire. Je savais que c'était la raison pour laquelle il fallait avoir un couteau et pouvoir s'en servir quand on se trouvait avec des vagabonds. Lorsqu'on était encore un jeune garçon, à une époque où le mot dragueur ne désignait pas encore en argot l'homme obsédé par le désir d'une femme, je connaissais bien ces expressions et des mots inaccrochables que j'avais appris à Kansas City, ou des coutumes en usage dans certains quartiers de Chicago et sur les bateaux des Grands Lacs. Sous prétexte de l'interroger, j'essayais d'expliquer à Miss Stein qu'un jeune garçon fourvoyé dans la compagnie des hommes doit se sentir prêt à tuer un homme, et savoir comment le faire, et savoir aussi qu'il peut vraiment être amené à le faire, pour ne pas être embêté par des hommes. Ce terme était accrochable. Si vous savez prêt à tuer les autres le sentent très vite et vous laissent tranquille. Mais il est certaines situations dans lesquelles il ne faut pas se laisser mettre au clair, s'enferrer. Oui, oui, Hemingway, dit-elle, mais vous viviez au milieu de criminels et d'hommes pervertis. Je ne voulais pas en discuter, mais je pensais que j'avais vécu dans le monde tel qu'il est, où l'on trouve toujours des sortes de gens. Toujours ce type de personnes. J'avais tant de choses à comprendre en ce temps-là. Je fus heureux d'échanger sur tant de sujets. Quand je repartais, le parc était fermé, je dus longer les grilles et en faire le tour par la rue de Vaugirard. Le parc fermé et verrouillé semblait triste et j'étais triste moi-même d'avoir à le contourner au lieu de le traverser en hâte pour rentrer chez moi, rue du Cardinal Lemoine. La journée avait été si formidable, elle avait si bien commencé. Le lendemain, je travaillerais dur. Le travail guérissait presque tout. C'est ce que je croyais alors et je le crois toujours. Je pensais que, selon Miss Stein, je devais me guérir de ma jeunesse et de mon amour pour ma femme. Je n'étais plus triste en arrivant chez moi, rue du Cardinal Lemoine, et je fis part de mes nouvelles connaissances à ma femme. Mais cette nuit-là, nous fûmes heureux, grâce à nos propres connaissances antérieures et à quelques nouvelles connaissances que nous avions acquises à la montagne.